mou, quelque chose qui s'écoule, typiquement du silicone, des biomatériaux hydrogène, etc. Donc, il y a une vraie difficulté là. Il faut réussir à avoir ça sans avoir les contraintes, par exemple, de chauffer trop les matières. Donc, rapidement sur le dépôt de matière, donc si on prend la technique qu'on voyait juste avant, on dépose des matières les unes sur les autres. Donc on a une plateforme X, Y et Z. Donc, ici on monte en Z, X et Y. Et on vient déposer au fur et à mesure le petit éléphant rose ou quelque chose de plus intéressant. Et en fait, quand on regarde au niveau millimétrique, microscopique, typiquement on dépose des joncs, on appelle ça des joncs, les uns au-dessus des autres, et donc ils sont empilés. Donc une fois encore, à l'échelle plus basse, on voit ces joncs, ces choses qu'on dépose, et il faut qu'elles soient assez solides pour supporter celles qui viennent ensuite. Donc encore une fois, sur les matériaux, c'est assez compliqué, quand c'est des matériaux qui sont mous, d'avoir cet empilement quasiment à l'infini, en gardant la structure elle-même. Et on voit aussi, c'est un détail là pour l'instant, mais qu'on a de la porosité qui apparaît au centre. Donc ça, c'est la technique la plus utilisée en bioimpression, le dépôt de matière. Donc, typiquement, dans cette partie-là, on va avoir des biomolécules, des cellules, etc. Donc si on arrive à faire ça, donc là par exemple vous allez voir 4, je sais pas si ça démarre tout seul. Ça doit démarrer. Ouais. Bon, bref, ça va démarrer après. Vous avez 4 matières différentes qui sont du plus hydraté au moins hydraté. Donc ici, ça va être de la matière très très hydratée, un hydrogène pur. Ici, c'est une pâte de collagène, c'est des particules de collagène dispersées dans l'eau. On voit c'est un peu plus lisse, hein, ça ressemble un petit peu plus à du dentifrice, quelque chose comme ça. En bas ici on a du silicone, quelque chose qui va être souple, mais qui va polymériser quand même assez vite, sachant que ça et ça, il n'y a pas de polymérisation. On les imprime, il faut qu'ils se tiennent tout seuls. On verra après pourquoi on va faire ça. Et avec chaque fois l'objectif de créer cette forme complexe pour valider la formule et le procédé. Donc l'idée c'est vraiment de savoir quelle formule il faut faire avec une matière qui n'est pas une matière qui se tient, qui polymérise, comment faire. Et puis ensuite voilà, le silicone qui a un temps de prise assez rapide selon la chimie qu'on fait, hein, ça c'est des silicones type baignoire, des alkoxy, qui prennent assez vite, donc c'est plutôt aisé à faire. Et puis le thermoplastique classique, où là il n'y a aucun problème pour monter cette pièce puisque les couches en dessous sont solidifiées. C'était juste pour vous montrer les différentes techniques, les différentes pratiques. Alors là, on voit rapidement, c'est la même architecture de machine. Ici, on va avoir une seringue classique. Ici, on a une seringue. Ici, on avait une seringue un peu modifiée puisqu'elle chauffe. Et ici, on a une tête chauffante à 250-230 degrés qui fait fondre le plastique et qui le fait passer à travers. Donc après, si on se focalise sur bioimpression, donc il y a une définition à bien avoir en tête. Si vous lisez un papier, un article scientifique qui vous dit qu'il fait de la bioimpression et qu'il n'y a pas de cellules dedans, c'est pas de la bioimpression. La bioimpression, il faut qu'il y ait des cellules. Il faut qu'on ait un contrôle de la structure, donc typiquement, il faut qu'on puisse faire une oreille, et il faut qu'on obtienne des fonctions. Il ne faut pas qu'on mette juste des cellules dans un objet et puis voilà, on a fait de la bioimpression. Il faut qu'on obtienne une fonction, et finalement, on va voir que c'est ça qui est vraiment le plus difficile à obtenir, c'est la fonction. On peut très bien mettre des cellules de n'importe quel organe dans un gel, réussir à l'imprimer à la rigueur avec des cellules vivantes et obtenir la structure. Mais si on n'a pas la fonction, finalement, on n'a pas vraiment de tissu, on a juste un objet qui fait un contenant à cellules vivantes. Donc la définition de bioimpression, c'est celle-ci. Et si on regarde la science qui est derrière, du coup, on va se rendre compte qu'on va avoir des choses très technologiques, de l'imagerie, de l'analyse de données, de l'analyse de formes, etc., du design. Vous êtes tout à l'heure pour designer des objets en 3D, c'est pas si facile que ça. Donc du design, de l'extraction de fichiers. Ensuite, on va avoir toute une partie matériaux, parce qu'il faut réussir à formuler une encre, on appelle ça une encre, bio-encre, pour bioimprimer un matériau qui répond à des charges, pour garder les cellules vivantes, pour obtenir la tenue mécanique qu'on a, en tout cas la forme, etc. Et puis après, il y a une partie cellulaire, qui est très très importante, puisque c'est elle qui va donner la fonction finale, où là on va avoir le choix, soit de prendre des cellules différenciées, soit des cellules primaires, soit des cellules très très différenciées, on verra en un de nos exemples, de ces cellules souches,
pour pouvoir les différencier dans l'objet. Voilà, il y a tout un temps. Et puis en plus, après, on a la partie vraiment technique de ce qu'on choisit comme procédé et comme application. Donc là, sur les applications, on voit on a des choses qui ressemblent à des bioréacteurs. On en parlera tout à l'heure. Donc je montre cette slide-là pour bien fixer les esprits. Si on veut faire de la bioimpression de manière efficace, il faut se projeter dans tous ces domaines, dans toutes ces expertises, pas forcément très poussées, mais il faut se rendre compte que peut-être qu'on va réussir à résoudre un problème purement biologique en travaillant sur le design, ou à l'arrière, c'est un problème de design en travaillant sur les matériaux. Voilà. Et on ne peut pas juste faire de la bioimpression ou acheter une bioimprimante et faire de la bioimpression. Donc d'habitude, ça c'est la trame vraiment de tout ce qui va être impliqué comme science, donc sur les matériaux, la catalyse, les procédés, etc. Bon là aujourd'hui je fais uniquement ces quatre-là. Donc quels matériaux, quelle catalyse on utilise dans la bioimpression, et puis quel procédé, et des exemples d'applications. Donc là je vous montrerai quelques tissus en fait qui sont faisables pour l'instant, et les limites en fait de ce qu'on arrive à faire pour l'instant avec l'état de l'art. Donc au niveau des matériaux, je n'ai pas beaucoup de slides sur les matériaux. Donc les rockstars des matériaux pour la bioimpression, c'est l'alginate, la gélatine et le fibrinogène. Donc 3 molécules qui sont biocompatibles, 3 molécules qui sont biosourcées, on va dire, et 3 molécules aussi qui se trouvent en grade médical. Et ça c'est très important, surtout si on fait des développements de bioimpression pour faire de la médecine régénérative, pour fabriquer des tissus qu'on va réimplanter par exemple. Il faut partir, c'est plus simple, et puis réglementairement c'est beaucoup plus rapide, de partir sur des matériaux qu'on va trouver en grade médical, en grade implantable, plutôt que quelque chose un peu complexe, ou en tout cas qu'on sait qui va être toxique ou non implantable. Ouais, les trois plus connus, c'est ceux-là, on va voir pourquoi. Ensuite après on a le sucre, ou certains sirops de glucose, qui sont utilisés, qui ont été utilisés pas mal, notamment comme phase sacrificielle. Donc on les imprime sous forme de petits filets, et autour on imprime une autre matière, et ensuite on les fait fondre et ça crée des tubes. Parce qu'on verra que la plus grosse difficulté, c'est de trouver le moyen de faire des vides à l'intérieur d'un objet qu'on a imprimé en bioimpression, de faire des capillaires, de faire des veines, etc. Donc ça a été utilisé, c'est moins utilisé. Pourquoi ? Vous avez la réponse ici, 80 degrés. Faire quelque chose à 80 degrés à côté d'une cellule mammifère, c'est pas évident, mais il y a quand même des choses. Et puis il y a quelque chose qui est très utilisé, qui est l'acide pluronique, c'est un polyoxamère, qui est intéressant, très intéressant, parce que ça, on voit son profil d'état de phase là, donc il va être, ça c'est la température, il va être liquide quand il est froid, et il va être solide quand il est chaud, enfin solide, gélifié, ça forme des micelles, c'est partie de la forme des micelles. Et on voit que la transition de phase est vers 25, qui est exactement l'opposé de la transition de phase de la gélatine pâle. Donc on peut faire des choses avec de la gélatine et cette partie-là, et relarguer cette partie-là, juste en changeant la température autour de 25. Et donc c'est très répandu maintenant, en combinaison avec d'autres matériaux, pour pouvoir relarguer une partie, faire des canaux, etc. Donc sur les réactions, pourquoi l'alginate est hyper intéressant sur cette partie bioencre, c'est qu'on peut l'imprimer et ensuite le solidifier par du calcium. Donc en fait on formule l'encre avec de l'alginate, et ensuite on vient, une fois que l'objet, l'oreille qu'on voyait tout à l'heure rose, est imprimé, on vient mettre du calcium, et on se retrouve avec des chélates, un réseau de chélates qui se solidifie. Et l'intérêt de cette partie-là, c'est que c'est plutôt stable, notamment avec la protéolyse, etc. Puisqu'il n'y a pas de fonction amine ici. Donc on a une stabilité dans le temps qui donne le temps aux cellules de se développer. Fibrinogène, pareil, on peut gélifier le fibrinogène. Donc là, c'est sous l'action d'une enzyme, la thrombine. On vient couper des petits ici sur cette partie-là. Et puis il y a un auto-assemblage qui se crée. L'avantage de la fibrinogène, c'est que pour les cellules mammifères, il va y avoir des motifs d'adhésion. On va avoir beaucoup de RGD dessus, ce qui n'est pas le cas pour la gélatine, pour l'alginate. L'alginate est plutôt un outil d'architecture. Le fibrinogène va être plutôt un outil d'adhésion. Donc on va le mettre dans l'encre et les cellules vont adhérer dessus, et ça fait partie de l'encre.
Et en plus, ça consolide l'encre après quand on fait l'action de la tondeuse. Voilà, c'est les deux matières les plus utilisées pour ces raisons-là, dans des conditions très physiologiques, on arrive à les gélifier ou à les dégélifier, etc. Sur les procédés, donc il y a 3 grands procédés, 2 dont on va parler, un dont on ne parlera pas beaucoup parce qu'il n'est pas vraiment adapté à ce qu'on fait. Donc il y a le jet d'encre, ici, qui correspond à du jet d'encre sur papier, normal, avec quelques petites variations. Alors soit on a une bulle de vapeur qui s'expand et puis ça fait éjecter des gouttes ici, soit on a un actuateur piézoélectrique qui vibre et ça fait éjecter des gouttes. Dans tous les cas, on éjecte des gouttes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la seringue, on a une rhéologie, une viscosité, ça s'écoule très facilement, il ne faut pas être très épais. Ça implique des choses après sur la partie tenue de l'objet, qu'on voyait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne peut pas directement faire un objet, comme on voyait tout à l'heure, avec du jet d'encre. Le jet d'encre, c'est plutôt pour faire des recouvrements de surface, des choses comme ça. Ensuite, on a l'extrusion, donc ça c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec une seringue, sur laquelle on a plusieurs possibilités pour faire sortir la matière. Soit on appuie avec de l'air comprimé, soit on appuie avec un piston, soit on a un système de vis sans fin, celui-ci, ici, là, qui permet d'avoir un dosage très très fin. Donc ça, là, de gauche à droite, on a des dosages de plus en plus fins de la matière pour pouvoir faire des impressions précises. Donc on va surtout parler de celui-ci, et une fois ou deux en combinaison avec celui-là. Et puis ensuite on a l'impression laser, qui est l'impression la plus précise, où on va venir impacter. Ça, c'est une lamelle de verre sur laquelle les cellules sont en culture. Okay. Une monocouche de cellules qui sont en dessous de la lamelle. On va venir impacter un laser qui va créer une petite bulle. C'est comme du jet d'encre surfacique en fait. C'est la même chose que ce qui se passe ici, une petite bulle qui va créer à la surface de la lamelle, qui va éjecter les cellules une par une. Donc là, la haute résolution, très haute résolution. Mais encore une fois, on dépose des cellules une par une, on ne fait pas des objets de grande taille. Mais quand même, on a la résolution à la cellule près, ce qui peut permettre de faire, pour certaines applications, pour certaines microstructures cellulaires, des choses ultra précises qui sont intéressantes. Donc, je vous ai mis en dessous juste les entreprises phares, on va dire, sur chaque technologie. Poietis étant une entreprise française, organo-américaine, Regenew suisse. Et chacun a sa technique un peu dédiée. Et donc quand on regarde comment qu'est-ce qu'elles peuvent faire ces 3 techniques, et qu'on regarde un peu la taille d'un tissu et microstructure, etc. Donc si on se place ici en résolution, on va voir qu'on est de centimètre au micromètre. Centimètre, ça va être un organe classique, au moins 1 centimètre cube pour faire un organe classique. Au moins, voire plus. Millimètres, on va être plutôt sur la partie vasculaire, des sous-structures d'un organe, d'un tissu ou d'un dispositif. Après, là, je suis très focalisé sur la partie tissu. Et micron, on va être sur les plus petites structures, c'est-à-dire que les capillaires sanguins en bout de chaîne, en bout d'arbre, on va être sur quelques microns, une dizaine, une vingtaine de microns. Donc ça veut dire qu'il y a des techniques, typiquement le laser, qui vont être, ici on a aussi la rétine, l'organisation de la cornée, etc. On va avoir des techniques laser qui vont être plutôt adaptées à faire des choses très 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 fines, mais physiologiques. Et puis on se rend compte aussi que si on arrive à mixer les 3 techniques, on arrive à faire du multi-échelle, c'est-à-dire du très petit, les microstructures, et puis de remonter à une structure macro, et puis une structure vraiment physiologique à l'échelle de l'organisme. C'est juste pour dire que c'est pas exclusif, qu'il y a des zones de recouvrement aussi, il y a des endroits où on peut faire des choses avec 2 techniques. Et la dernière chose, c'est cette partie-là, le volume. Donc c'est le volume utilisable, c'est-à-dire le volume de la chose qu'on va déposer. Et on se rend bien compte qu'avec du laser, on ne pourra pas faire un fois, parce qu'on va être très rapidement limité sur des volumes de tissus fabriqués qui sont très faibles. Et on voit bien aussi qu'avec l'extrusion, on n'ira pas faire des choses très très fines. C'est l'idée. Donc une slide pour tuer les idées préconçues. Tout le monde utilise l'abus de langage, on imprime des tissus.
Mais en fait, on n'imprime jamais de tissu. Même moi, je l'ai dit tout à l'heure, je crois. On n'imprime jamais de tissu. On imprime des cellules dans de l'encre. On imprime une bouillie, elle est ici, hein, une bouillie qui se tient, qu'on arrive à imprimer en 3D, dans laquelle il y a des cellules vivantes, mais en aucun cas ça sera un tissu. Donc on a toutes ces étapes, on va imprimer. Donc là, je vais typiquement l'encre qu'on utilise beaucoup, collagène, fibrinogène, alginate. Donc le collagène est plutôt de la gélatine. Ensuite, on a une étape de consolidation où on va venir faire des nœuds, de polymérisation, d'assemblage entre des chaînes. Typiquement, c'est le calcium qu'on voyait tout à l'heure pour l'alginate, ça va être la fibrine avec la thrombine. Donc on va solidifier tout ça. Donc en gros, ça c'est après impression, donc ça c'est solidifié après plusieurs jours. Mais voilà, après impression, on trempe tout ça dans une bonne solution et on se retrouve avec quelque chose de consolidé. Ça prend un quart d'heure pour imprimer, 1h37 pour consolider. 1h30 des fois, si on la taille. Et ensuite, il faut qu'on attende que ça devienne un tissu. Et il faut qu'on attende. C'est-à-dire qu'on ne va pas imprimer un tissu et le jour même avoir un tissu. Enfin, on ne peut pas imprimer des cellules, j'arrive pas à m'y faire, et avoir un tissu. On va attendre entre 5, 10, 20, 50 jours pour avoir un vrai tissu. On verra tout à l'heure, cartilage, 54 jours. Et encore, on n'a pas un tissu parfait. Donc, il ne faut pas oublier ça. On n'imprime jamais de tissu, on imprime des cellules. Pourquoi on n'imprime jamais de tissu? Parce qu'on n'a jamais assez de cellules en culture pour avoir 100% des cellules qui sont dans le tissu. Donc forcément, entre ce moment-là, voilà, la représentation est pas réaliste, il aurait fallu mettre une cellule ici et 10 millions de cellules ici. C'est-à-dire qu'entre les deux, il faut qu'on ait une croissance. Et pour avoir une croissance, il faut qu'on ait une formulation qui permet la prolifération et la croissance, etc. Bon, c'est juste, je passe du temps là-dessus parce que c'est très important. Et ensuite, si on a un tissu multicouche, si on a un tissu multicellule, on repart à zéro. C'est-à-dire qu'on va imprimer une deuxième couche dessus, on va refaire une consolidation, on va refaire une maturation. Ça, c'est le pire des cas, c'est celui où les deux cellules ne peuvent pas être imprimées en même temps parce que les cultures ne sont pas les mêmes, parce que les milieux de culture ne sont pas les mêmes, etc. Voilà. En tout cas, si on y arrive, on arrive à faire des objets au bout d'un certain temps avec du vrai tissu. Donc ça, c'est ce qu'on va voir après. Quelle heure il est? Je parle doucement, vous avez de la chance. Donc j'ai tout un grand pan sur la peau. Parce que la peau, c'est facile à faire. Parce que la peau, c'est vrai que c'est pas si difficile à faire. Parce qu'on a aussi un pôle à Lyon qui travaille beaucoup sur la peau aux hôpitaux avec les grands relais. Et parce que, on va voir, c'est très structuré en couches. Et il y a des cellules bien précises dans chaque couche. C'est pas un fatras de multiples cellules qui interagissent entre elles. C'est assez simple. Donc on a fait beaucoup de peau avec ces collègues-là. Donc si on regarde la peau, en gros il y a trois couches, hein, épiderme, derme, hypoderme. L'épiderme étant plutôt caractérisé par un type cellulaire, des kératinocytes, et puis la pigmentation, donc des mélanocytes. Après il y a plein d'autres types cellulaires, mais si on veut la fonction, uniquement la fonction, parce que je rappelle, hein, la bioimpression, il faut avoir la fonction, ces cellules-là ça suffit. Ensuite il y a le derme, dans lequel il va y avoir surtout des fibroblastes, et la partie vasculaire. D'accord, microvascularisation sécondaire. Ça va être ici, on va avoir toute cette zone-là qui est plutôt fibroblastique, tissu conjonctif, avec de la microvascularisation. Et ensuite, dessous, on va avoir une troisième couche qui est plutôt importante pour la partie physiologique, qui est l'hypoderme. Là, on va avoir surtout un tissu adipeux, avec quasiment que des adipocytes. Donc là, encore une fois, plutôt facile à faire, entre guillemets. Des couches vraiment segmentées, pas trop compliquées. Donc, les premières choses qu'on a fait, c'était uniquement derme et épiderme. Sachant qu'ici, donc là vous avez une biopsie d'un épiderme humain, prélevé sur une personne. Donc on voit, on a le derme est ici, avec beaucoup de matrices, l'épiderme est là, on a la jonction dermo-épidermique entre les deux, on a un épiderme qui se desquame, classiquement. Puis on a les cellules de vascularisation qu'on n'a pas encore sur cette partie-là. Et ici, une des premières peaux imprimées qu'on avait fait,
assez standard. Hein, voilà. Le truc important à voir, c'est qu'on a une compartimentation comme on a besoin d'avoir, c'est-à-dire un derme, un épiderme, une jonction et pas d'infiltration des cellules de l'épiderme sur les cellules du derme. Mais cette structure-là a été faite par bioimpression du derme et ensemencement de l'épiderme. La deuxième phase, comme on disait tout à l'heure, la deuxième partie, n'a pas été faite par impression. Alors, c'est quand même pas mal, hein, c'était satisfaisant. Donc si on regarde, je vais passer vite, hein, mais je mets ces slides-là pour vous montrer quoi? Pour vous montrer toutes ces protéines qui sont détectées, qui sont soit des marqueurs de différenciation, soit des marqueurs de maturation, et qu'on n'avait pas mis au départ. Au départ, on avait alginate, collagène et fibrinogène, collagène de gélatine, donc pas du collagène que l'on retrouve dans la peau. Et au bout de, alors ça, on a mis c'est 30 jours, au bout de 30 jours, on se retrouve avec une structure fonctionnelle. La fonction derme-épiderme, c'est la jonction ici, qui est fonctionnelle, avec énormément de marqueurs néosynthétisés, qui n'étaient pas là au départ, donc ça veut dire qu'on a obtenu quelque chose d'organisé. Donc on a la même chose après avec d'autres, donc du collagène de type 5, qui n'était pas là au départ, tout un tas de marqueurs qui sont dans le derme, épiderme normal humain, de biopsie, et qui sont dans ce qu'on imprime. Donc c'est satisfaisant sur la partie qualitative, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la peau, on a ce qu'il faut. Par contre, et on y reviendra, c'est très très mauvais sur la partie mécanique. C'est-à-dire qu'on a toutes les molécules qu'on voudrait avoir, dont on rêve, l'élastine, etc. Sauf qu'on n'a pas d'élasticité. On est zéro, on est mauvais sur, sur cette partie-là. C'est-à-dire qu'on a une fraise tagada qui trempe dans l'eau. Ça génère toutes les molécules qu'on voudrait. Ça recrée les structures, mais on n'a pas de tenue mécanique. Pourquoi on n'a pas de tenue mécanique? On en parlera plus tard. C'est parce qu'en fait, on laisse la peau maturer comme ça, sans stress. Alors que quand elle se développe sur vous, elle est tout en train de bouger, ça tire dessus, etc. Et en contrepartie, les cellules et les fibres de collagène et d'élastine s'organisent, s'orientent, et ça fait quelque chose de solide. Là, on passe le doigt à travers. Alors que l'organisation est parfaite. Un petit info. Donc là, je disais, on avait fait uniquement impression de derme et l'épiderme dessus, ainsi. Donc là, l'étape d'après, c'était d'essayer de faire derme-épiderme, tout par bioimpression. Comme les kératinocytes qui viennent en surface sont des cellules qui n'aiment pas la matrice, ils n'aiment pas le collagène, ils n'aiment pas l'alginate, ils aiment bien être tout seuls. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait de la bioimpression du derme, et après quelques jours, on a imprimé par jet d'encre les kératinocytes. Donc on est venu faire des gouttelettes sur le derme qui était déjà imprimé par l'impression des kératinocytes. Donc ça fonctionne bien, et ça fonctionne d'autant mieux qu'on peut couvrir des grandes surfaces. Donc avant, on faisait des petites parties comme ça de peau. Là, on voit 5 mm, on a du grand bleu avec l'épiderme au-dessus et le derme en dessous, structuré avec la partie jonction dermo-épidermale. Voilà. Un pas en plus, on vient imprimer des cellules sur un objet qu'on a déjà pris. Donc ça permet de faire des grandes peaux, des grandes parties, et de se projeter aussi dans du greffage, de la réparation de peau, etc. Si on regarde après pour complexifier l'épiderme, on peut aussi se dire on va vouloir avoir un épiderme qui va être mélanisé, donc qui va bronzer, qui va être coloré, etc. Donc là, typiquement, on a rajouté des mélanocytes dans la partie où on imprime par jet d'encre. On voit ici, on a des mélanocytes qui sont inclus où ils doivent être, la jonction dermo-épidermique, là c'est l'épiderme, avec des granules de mélanine qui sont créés. Et si on regarde, donc ça c'est des macros, 1 cm de peau, on peut aller déposer des mélanocytes à un endroit ou à l'autre. Donc ça c'est typiquement des grains de thé, des taches de rousseur. Voilà, c'est des taches de rousseur. Donc ici on a une peau avec son derme, son épiderme, qui est là, et puis énormément de mélanocytes ici qui donnent la couleur à la peau. Donc là cette fois-ci on a un derme, un épiderme, avec une jonction et qu'on peut faire bronzer au soleil, ou en tout cas qui a une
la fonction de génération de couleurs. Donc ça projette encore un peu plus sur obtenir de la peau pour faire de la réparation ou du test toxicologique ou cosmétique. Okay. Donc ça, c'était tout ce qui était plutôt sur la zone derme-épiderme. Et là, si on essaye de voir est-ce qu'on arrive à faire sur la zone derme la microvascularisation, parce qu'en fait, c'est quand même elle qui va nous dire est-ce qu'on va réussir à réimplanter quelque chose ou pas. Hein. Si on n'a pas de vascularisation, ça va être difficile. Donc l'idée là, c'est de mettre des cellules endothéliales en plus. Donc on va imprimer avec des cellules endothéliales. Et les cellules endothéliales microvasculaires vont s'auto-organiser et ça va créer des capillaires. Donc bon, rapidement, je n'ai pas fait de temps, mais ce que vous voyez en rouge, c'est les cellules microvasculaires. Donc elles sont dispersées dans l'encre. Et normalement après, film. Donc là, vous voyez, on voit apparaître des structures tubulaires. Donc il y en a qui sont dans le sens du plan, il y en a qui sont dans l'autre sens. Donc normalement, si on ne vomit pas, on va arriver à l'endroit où on voit. Donc on va voir dans celui-ci, on va avoir une lumière. Donc on crée des structures auto-assemblées. On les imprime pas, elles s'assemblent toutes seules, uniquement en mettant les bons facteurs de croissance et les bonnes cellules. Voilà, on a une lumière à l'intérieur. Et c'est ça le plus important, c'est d'avoir ces structures-là. Donc là, on a les noyaux en bleu et le CD31 qui est un marqueur de jonction sur les capillaires sanguins qui est en rouge. Donc là, on a créé un hypoderme avec du microvasculaire à l'intérieur, avec des cellules fibroblastes en plus, et au-dessus de l'épiderme, etc. Donc ça permet vraiment d'avoir un système complexe. Et puis si on regarde en dessous, la partie du dessous, donc jusqu'à présent, on n'imprimait que des cellules primaires. Donc des biopsies, on sélectionne les cellules, on les sélectionne, on les cultive, on les passe quelques fois, on les amplifie, et on s'en sert. Sur la partie hypoderme, en fait, les adipocytes, c'est des cellules obèses, donc elles sont très très grosses, elles sont chargées de lipides. Donc par exemple, si on les centrifuge, au lieu de descendre, elles montent, on n'a jamais de culot. Si on les passe dans un système de pipette, etc., on les explose parce qu'elles sont très très grosses. Donc c'est très, très compliqué à travailler. Donc là, l'approche, ça a été plutôt de repartir sur des cellules souches, donc à partir de l'hypoaspirat. Une partie lipoaspiration, donc on récupère du tissu adipeux. De ce tissu adipeux-là, on récupère une fraction dans laquelle on va avoir des préadipocytes. Donc c'est des cellules qui ne sont pas encore des adipocytes. Et puis, à partir de ces préadipocytes, on va pouvoir les passer en culture, les différencier. Donc là, c'est des préadipocytes. Et ceux-là, ils ont une taille et une maturité qui est faible, on va pouvoir les imprimer. Et une fois qu'on les a imprimés, on va les différencier. Finir de les différencier et les maturer. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont devenir les adipocytes. Donc là, on les imprime, comme on avait imprimé le derme. Et voilà, il y a toute une étude sur la densité, etc., de cellules sur cette partie-là. Je vais aller assez vite. Là, c'était juste pour essayer de montrer qu'on avait de la viabilité, parce que c'est des cellules qui sont fragiles quand même en préadipocytes, qui sont déjà assez chargées de lipides et un peu fragiles. Et on voit qu'on va avoir de la production de lipides. C'est-à-dire que dans un bloc imprimé d'hypoderme, enfin en tout cas de tissu adipeux avec des préadipocytes, on va pouvoir avoir une quantification. Donc l'IRL ici, ça montre les gouttelettes de lipides. Donc typiquement le gras qui est accumulé par les cellules au sein de l'hypoderme. Donc on va avoir de plus en plus de gouttelettes, etc. Peu importe les détails, mais on a la fonction, encore une fois. La fonction de l'hypoderme, c'est d'être chargé en lipides. On a la fonction, tout comme on avait la fonction microvasculaire juste avant, tout comme on avait la fonction de jonction sur l'épiderme. Donc là, des images un peu plus détaillées, avec différents marqueurs. Donc on a de la matrice extracellulaire, on a du collagène, sinon ça ne se tiendrait pas, hein. C'est un vrai tissu avec du collagène. On a les lipides, et puis on a les noyaux qu'on voit apparaître. Et en plus, on a la péripénie, qui est un marqueur aussi, qui est quelque chose qui enrobe les vésicules lipidiques et qui permet de dire c'est bien des vésicules lipidiques, c'est pas juste des vacuoles, des choses comme ça. Donc si on regarde en plus au niveau vraiment microstructural, donc j'aime bien ces vidéos, ces images-là, parce qu'en fait on imprime des choses
un peu grossières. Et grâce à la maturation et au facteur de croissance, on obtient des microstructures très très précises, comme les grains de mélanine tout à l'heure. On obtient ici, donc là on a une membrane basale entre deux cellules, deux adipocytes, très très gros, chargés de lipides. Et en fait, c'est ces structures-là qui sont quasiment les plus importantes dans l'hypoderme. C'est ces membranes qui s'auto-organisent en fait. Et ça, c'est très intéressant pour nous parce que ça veut dire qu'à partir d'un objet grossier et des bonnes conditions de culture, on obtient des microstructures auxquelles on n'avait jamais accès par dépôt ou par impression. Donc voilà, ça c'est vraiment intéressant pour nous. Donc ça c'est d'autres vues en 3D pour la partie vésicule. Donc on a les vésicules lipidiques avec la péricline autour, etc. Disposées dans l'espace. Je vais passer les vidéos encore. Et pour finir sur le tissu adipeux, donc je disais la fonction. La fonction, c'est de capter quand même des lipides, enfin en tout cas de ces cellules-là. Et là, on a un traitement des hypodermes par l'acide oléique, qui est en fait un inducteur de captation, de stockage des lipides. Et on voit que le traitement permet d'avoir de plus en plus de captation. Donc on a une vraie fonction encore une fois. Donc là on voit rapidement les études statistiques. Donc on a une vraie captation, une vraie dynamique sur on capte ou on ne capte pas les lipides dans les adipocytes. Donc juste pour conclure, donc voilà, ça c'est la vision quand on fait vraiment toutes les couches imprimées. Donc là on a une bioimpression ici, une maturation, une bioimpression ici, plus une impression gélante ici. Donc, 3 impressions en ligne pour obtenir finalement quelque chose qui n'est pas très épais, quelques millimètres, tout petit. Mais avec les fonctions et les structures qui sont intéressantes. Donc qu'est-ce qui marche pas sur la peau? Donc on a vu le derme, l'épiderme, l'hypoderme très bien, tout ça marche bien. Par contre, pas de tenue mécanique. Donc ça c'est ce qu'on disait, et ça nous emmène beaucoup parce qu'on veut faire de la régénération, donc on voudrait pouvoir suturer ces peaux-là sur une personne qui a un peau. Donc ça c'est un vrai verrou. Donc là on travaille surtout sur la mise en place de bioréacteurs pour donner de la dynamique à la maturation, pour tirer sur la peau qu'on fabrique, pour essayer qu'elle se débatte et qu'elle devienne plus solide qu'elle n'est. Et puis on a une partie, donc là j'ai juste une slide dessus, sur l'impression in vivo. Donc pour la peau, puisque la peau c'est accessible directement in vivo. Donc l'idée c'est d'avoir un bras robotique comme ça qui est en fait une imprimante 3D. Donc on met notre imprimante au bout du bras. Et le principe c'est de faire un scan de la partie qui est brûlée, par exemple. De faire une biopsie de la personne, de préparer une encre et de venir réimprimer directement sur la personne, in vivo, avec le bras, la peau qui était absente. Pour l'instant, on n'a pas vraiment essayé sur les personnes. Et juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, voilà, on va avoir un bras qui se déplace en 3D sur une surface qui est en 3D. Donc on imprime en 3D sur une surface en 3D. Donc l'intérêt de ça, c'est vraiment de pouvoir suivre la topologie d'une personne, de sa plaie, etc. Et de pouvoir déposer les 3 couches qu'on voyait tout à l'heure de manière efficace. Ça, je sais pas qui est là maintenant. Donc voilà, donc on peut faire aussi sur une main directement. L'idée c'est qu'il faut vraiment la scanner avant pour avoir la surface pour le faire. Vous avez reconnu le bras. Donc ça c'était la partie flow. Donc la partie flow est quand même assez avancée. On imprime 3 choses différentes à la suite avec 2 techniques. Voilà, c'est assez complexe. À l'opposé, le cartilage, très très basique, parce que le cartilage, il n'y a pas de vascularisation, il y a un type cellulaire. C'est pas très contraignant en termes de culture cellulaire, mais par contre il faudrait que ça soit très très fort en termes de mécanique, c'est-à-dire que le cartilage c'est un endroit où il y a beaucoup de contraintes mécaniques, donc il faut que ça soit intéressant. Donc sur l'idée
d'utiliser des cellules spécifiques. Donc là, le cartilage, de la même manière, très difficile d'utiliser les cellules initiales du cartilage. J'ai du cartilage pour faire de prélèvement, il n'y a pas beaucoup. En plus, les chondrocytes, qui sont les cellules qui composent à 100% le cartilage, quasiment, les chondrocytes se multiplient très mal in vitro, donc c'est très difficile de les multiplier, d'en avoir assez. Donc là, encore une fois, un passage par des cellules souches qui viennent de moelle osseuse, des cellules souches mésenchymateuses, qui vont être prédifférenciées, puis différenciées dans l'impression. Donc voilà, typiquement des petits cartilages imprimés, des petits blocs de cellules imprimées, c'est pas le tissu, c'est juste la partie cartilage avant. Et puis ensuite, on va avoir comment on fait pour faire produire les bonnes matières par ces cellules-là. Donc typiquement, on va vouloir des protéoglycanes et on va vouloir du collagène de type 2. C'est les seuls qu'on veut, pas les autres. Si on a une dérive fibroblastique, on va avoir du col 1 ou du col 10. Si on a une dérive ostéoblastique, ce qu'on ne veut surtout pas, c'est-à-dire que le cartilage devienne de l'os, on va avoir d'autres, des précipités de phosphocalcites, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'obtenir des choses les plus pures possibles. Donc typiquement sur les images, on va vouloir que ça soit très marron et très bleu ici. Voilà, ça c'est des tests sur différents angles. On voit apparaître ici des cocktails de facteurs de croissance, de différenciation. Et ça va être le paramètre principal sur le cartilage. Donc voilà, on voit ici avec différents cocktails, on va obtenir énormément de matrices extracellulaires. Donc tout ce qui est marron ici, c'est la matrice qu'on cherche. Donc plus c'est marron, plus on est content. Donc on voit qu'on a un cocktail optimisé. Et le truc où j'insiste le plus, c'est le petit carré ici, là. J56. Ça veut dire qu'il faut 56 jours pour avoir ça. Ce que je disais tout à l'heure, la partie maturation est complètement démesurée par rapport à la partie impression. Là, on fait un truc sur la bioimpression, mais on va plutôt faire un truc sur la maturation. Parce que la bioimpression, c'est la partie la plus simple en fait, de cette partie. Voilà, 56 jours. Alors on a testé des choses en anoxie parce qu'il n'y a pas d'apport d'oxygène beaucoup dans le cartilage, donc l'anoxie est utile pour empêcher la dérive fibroblastique. Bon, ça n'a pas donné grand chose. Mais voilà, donc ça c'était le collagène de type 2. Là on a les protéoglycanes, donc énormément de protéoglycanes aussi. Voilà, l'idée c'est d'obtenir vraiment énormément de matrices à l'intérieur et les bonnes matrices. Le problème c'est qu'une fois encore, zéro tenue mécanique. C'est-à-dire que là, on a toutes les bonnes protéines, les bonnes cellules, pas de dérive phénotypique, mais toujours pas de tenue mécanique. D'accord ? Donc c'est pas parce qu'on a la coupe histologique qui est super belle avec les bonnes cellules, les bonnes protéines, qu'on a un tissu fonctionnel. Donc là, encore une fois, bioréacteur cartilage. C'est le bioprocédé pour maturation de tissu bioimprimé, c'est la prochaine étape. On n'a pas le choix, donc nous on travaille beaucoup là-dessus pour essayer d'obtenir à la fois la fonction et la tenue mécanique. Ok, j'avance. L'os. L'os encore pire. On voudrait que ça soit très très dur. Donc l'idée, globalement l'idée de l'os, c'est on a une tumeur, un kyste, un accident, une zone lésée, donc là je prends exprès une partie d'os hyper mise sous contrainte, maxillo, la mandibule, je ne me rappelle plus combien de barres appliquées là en termes de pression, mais énorme. On veut faire une résection, donc on veut enlever cette partie-là et puis intégrer un partie d'os. Voilà. C'est le Graal. Là, on ne va pas parler de ça, mais c'est l'idée, c'est le Graal à chaque fois d'essayer de reconstituer un os lésé, resséqué. Donc, ce qu'on a commencé à faire, c'est on s'est dit, nous, on sait faire du cartilage, on sait faire de la peau, on va faire de l'os. Voilà, ça peut être trop dur. Ouais. Donc, on a pris des cellules d'os spongieux de la crête iliaque. Directement, on a curé une crête iliaque humaine. Au cours de chirurgie. Et puis on a fait de l'encre
l'encre qu'on fait d'habitude pour la peau, etc. On a fait la même encre et on a mis ces cellules là-dedans, donc elles sont là pour quelques jours. Donc comme ça, a priori, ça pourrait être de l'os. Mais quand on va voir au niveau de l'histologie, en fait, on n'a rien, il ne se passe rien du tout. Il ne se passe rien parce que, en fait, on voit un petit peu, donc le bleu, ce qui est bleu, ça devrait être des cristaux phosphocalciques, donc de l'os. Mais en fait, c'est de l'os qui vient du prélèvement, c'est pas de l'os qu'on a fabriqué. Et pourquoi il ne se passe rien? C'est logique, hein, le milieu est tellement mou que les cellules qui sont là, elles ne croient pas qu'elles sont dans l'os, donc elles ne font pas de l'os du tout, elles croient qu'elles sont tranquilles sur la plage. Donc elles ne font rien. De la même manière que les cellules de peau ne font pas de peau, ne font pas d'élasticité quand on ne tire pas dessus, que les cellules de cartilage ne font pas de dureté quand on n'appuie pas dessus, là, les cellules d'os, ça ne les intéresse pas. Donc elles n'ont rien fait, il ne s'est rien passé du tout. On avait des cellules vivantes, mais il ne se passait rien. Donc la stratégie qui est plus répandue maintenant, c'est de faire de l'os dur, de la céramique, alors plus ou moins dur selon la céramique, comme on va faire de la poterie. Sauf que là, on utilise une technique d'impression 3D. Rapidement, je ne vous en ai pas parlé avant, c'est fait par photochimie, donc on a une pâte qui ressemble à un dentifrice. On vient imprimer des motifs avec un laser. Donc on imprime par photochimie, chaque couche les unes au-dessus des autres. Donc on se retrouve avec comme une poterie crue, une céramique non cuite. Et ensuite on la met à 1000 degrés, on brûle tout l'organique, les particules de céramique se collent entre elles, on obtient un caillou. Un caillou plus ou moins souple selon la structure. Voilà, c'est une technique d'impression 3D, donc c'est pas de la bioimpression, parce que là c'est clair qu'à 1000 degrés il n'y a pas de cellules, mais c'est la voie pour l'os, donc je vous la montre quand même. Et donc l'idée, c'est on voit ici, on a une structure, on fait une structure en 3D en céramique, très poreuse, la bonne taille, pour aller mettre, donc là c'était une protection, là c'est un kyste qui va être réséglé ici, donc ça c'est la partie qui va être enlevée, ici, et puis on prépare un fichier 3D qui correspond exactement à ce qu'on va enlever, on le structure pour qu'il soit bien poreux, pour que les cellules à l'intérieur, ça soit prêt, et puis on imprime, on vient mettre des cellules dessus. Donc ça, voilà, c'est des trucs en cours de développement. Donc là, l'idée, c'est pourquoi on fait ça, c'est pour avoir un milieu où les cellules travaillent qui est dur. Pas un milieu tout mou, elles n'ont pas de structure autour d'elles qui les stimule pour démarrer. Voilà. Donc ça, c'est des choses en cours où on fait une partie impression 3D plutôt céramique et une partie interaction avec les cellules. Donc là, on est très amont. On va essayer de faire de l'implantation in vivo de ces choses-là, notamment avec nos collègues de Nantes en France sur 2019-2020. Et voilà, c'est très amont. Même si la céramique, l'impression de céramique, c'est très développé depuis longtemps. La rétine. C'est bien parce que chaque fois c'est des trucs. Donc la rétine. La rétine, un tissu très spécialisé. Donc si on regarde la partie ce qui dégénère dans les pathologies, c'est la partie derrière ici. Donc les photorécepteurs, qui ressemblent à des petits calamars, et la membrane qui est en dessous, qui est RPE, les cellules pigmentées rétiniennes, qui sont sur une membrane elle-même ici très fine, c'est la bronche. Donc cette structure-là, organisée, orientée, pas de matrice extracellulaire, donc il n'y a rien pour tenir les cellules, c'est juste les cellules qui tiennent entre elles. Elles sont, ici il y a une phagocytose en fait des pieds des photorécepteurs par les RPE, donc ça se tient entre eux. Bon, après il y a la partie neurale, mais en fait celle-ci se régénère plutôt bien. C'est cette partie-là qui se régénère. Donc quand même des échelles assez faibles, donc peut-être ça pourrait être intéressant de faire ça avec l'impression laser. Nous on ne l'a pas, donc on ne le fait pas. Et donc comment faire pour faire ça, sachant que 1, c'est des cellules qui ne se cultivent pas, et 2, il n'y a pas de matrice extracellulaire, et 3, il faut qu'elles s'organisent. Donc ça c'est assez compliqué. Donc l'idée, ça c'est... Quel pas son nom? Ah si. C'est une collègue iranienne qui est venue chez nous pendant 6 mois, qui a travaillé là-dessus. Donc l'idée c'est de prendre des cellules de rétine, donc vraiment des cellules
ultra différenciés, qu'on ne peut pas dédifférencier, qu'on ne va pas pouvoir cultiver, qu'on ne va pas pouvoir amplifier. Donc ça, typiquement des photorécepteurs. Et de faire uniquement du jet d'encre. Donc on n'aura pas de matrice, on n'aura pas de jet, on n'aura pas d'encre en fait. On fera que du dépôt de cellules. Donc on fait une première couche qui va être l'équivalent de la membrane dont je vous parlais là, ici, la bleue, là, très fine. Il nous la faut parce qu'il faut que les cellules s'orientent. Donc on fait une première couche de gélatine, du collagène, pour que les cellules, les RPE qu'on va mettre par jet d'encre dessus, s'orientent. Il faut qu'elles soient membrane basale orientée. Là on a la membrane qu'on a fait ici. Là on a le premier jet d'encre, celui-ci, qui va nous faire une monocouche de ces cellules-là. Et ensuite, on prend des cellules de photorécepteurs qu'on va déposer par-dessus, par jet d'encre encore. Un peu complexe comme système. Et on va essayer de faire en sorte d'en mettre ni trop ni pas assez, de les mettre au bon endroit, de choses que je ne chevauche pas, qu'elles soient encore vivantes, et qu'elles viennent interagir avec la pré-couche de l'RPE pour obtenir quelque chose de fonctionnel, ou en tout cas d'organisé. Là, la fonctionnalité n'est pas facile à démontrer. Moi, je vous montre quelques exemples. Donc ça, c'est les étapes. Hein. Donc typiquement, on prend les yeux et puis on récupère les rétines. À partir de la rétine, on fait la digestion et puis on obtient un mélange de cônes et rods de photorécepteurs. Un mélange, voilà, on sait très bien, mais je les vois. Vous avez des cônes qui sont plutôt allongés et des rods qui sont plutôt ronds. C'est les deux types de photorécepteurs. Et donc quand on regarde après qu'on fait de la microscopie confocale, là l'idée c'est vraiment de voir est-ce qu'on obtient ça. C'est-à-dire est-ce que ceux-là rentrent dans ceux-là, est-ce qu'ils sont au-dessus, ils ne sont pas passés à travers, est-ce qu'ils sont travaillés sur la membrane du tout. Voilà, c'est ce qu'on arrive à voir sur le confocal. Donc là on a tout un tas de marqueurs de les cellules du dessus, les cellules du dessous, et on voit des pieds, ici ça c'est une coupe longitudinale, on voit les pieds des cellules qui rentrent dans la couche du dessous ici. Donc là, ça c'est la zone entre les deux couches, et là on a les pieds d'une couche qui rentrent dans l'autre couche, une structuration, avec encore une fois des marqueurs, rhodopsine, zoï, etc., qui sont des marqueurs de fonctionnalité de ces structures-là. Alors bien sûr, on n'a pas réimplanté ça, donc on ne sait pas si ça fonctionne, on ne sait pas si ça transmet la lumière, etc. Peu importe, là l'idée c'est de voir est-ce que jet d'encre, structuration et contrôle, ça permet de recréer une structure très très fine, microstructure, qu'on n'arrive pas à fabriquer nous-mêmes. Et si on va voir à l'échelle microstructure, on voit, donc ça c'est ce que je disais tout à l'heure, ça c'est la partie phagocytose, donc ça c'est le photorécepteur et il est ici, son pied est phagocyté par ici la cellule RPE qui l'attrape pour l'orienter de manière spécifique. Donc sur cette partie-là, on est très amont. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fonctionnalité, l'in vivo est difficile à faire, parce qu'il faut implanter un tout petit morceau de photo de rétine. Mais c'est intéressant parce qu'on prend des cellules ultra différenciées et qu'on arrive à les amplifier. Le problème c'est qu'on n'a pas beaucoup de cellules, parce que c'est des cellules qu'on ne peut pas amplifier. Voilà. C'est un exemple de bioimpression par jet d'encre pure à 100%. Les tumeurs. Donc là, une application moins médecine régénérative, mais plus pharmaco-thérapeutique. Donc l'idée, c'est quoi derrière? L'idée, c'est de fabriquer des tumeurs qui ressemblent à la tumeur du patient, en partie par rapport à leur forme, par rapport à leur contenu, par rapport à leur complexité aussi cellulaire. Donc on va pouvoir mélanger des cellules. Ce qu'on fait normalement pour recréer des tumeurs, on fait des tout petits sphéroïdes ou des cultures en 2D. Là, l'idée, c'est de faire des choses plus grosses et de voir si les cellules tumorales se développent. Voilà, je vais aller rapidement. Donc là, c'est des cellules de prostate. L'idée, c'est de voir, si vous voyez beaucoup. Donc là, on a les jours, et c'est de voir la multiplication et la croissance de ces cellules-là dans un objet bien imprimé. Donc, le plus intéressant, c'est derrière. Vous voyez quelque chose? L'idée, c'est de voir qu'on a au départ des cellules séparées qui croient en sphéroïdes et qu'à la fin, en fait, on a un tissu complet avec des conjonctifs autour, des amas de cellules tumorales. Et donc, après, on va pouvoir faire
des tests de thérapie, parce qu'on va plus être sur des cellules isolées, mais sur un amas cellulaire qui va avoir la résistance de la tumeur in vivo, qui va avoir les cellules de la personne aussi, donc ça permet aussi de faire de la thérapie personnalisée, et surtout d'avoir l'environnement où les cellules qui sont à l'intérieur ne sont pas exposées de la même manière que les cellules qui sont à l'extérieur. Celles qui sont à l'intérieur vont devenir résistantes en général, parce qu'elles ont du stress métabolique, des choses comme ça. Donc ça permet de recréer des systèmes. Voilà, rapidement sur les tumeurs. Donc si on fait des co-cultures après avec des fibroblastes, on se retrouve avec des structures, ou bien plus des stéroïdes, mais des choses diffuses qui ressemblent énormément à ce qu'on a en carcinome prostate. Donc là, l'idée, c'est vraiment, après, d'aller vasculariser ça. Pourquoi? Parce que tout ce qui va être thérapie sur la chimio, ça va passer par la vascularisation. Tout ce qui va être imagerie, ça va passer par la vascularisation. Donc à la fois sur la thérapie, à la fois sur le diagnostic, si on n'a pas de vascularisation, on aura pas un modèle très positif. Blood vessel. Donc on a fait plein de tissus qui avaient les bonnes structures, etc. On en a fait un qui avait de la microvascularisation, c'était pas trop mal. Mais si on se projette, on se dit on va faire un muscle, un cœur, un foie, il va bien falloir qu'on greffe et qu'on rattache la circulation sanguine. Et là pour l'instant, on n'est pas capable de le faire. Donc on n'est pas capable de faire des tuyaux qu'on peut suturer, on n'est pas capable de faire des tuyaux avec des cellules, c'est très très difficile. Donc il y a énormément de travail et de labos qui travaillent là-dessus. Pourquoi c'est dur? Parce qu'en fait, la structuration des veines et des artères, c'est des couches très fines, concentriques, avec des cellules différentes, avec des matrices extracellulaires différentes, et avec des tailles plutôt faibles en fait. Une artère, ça va jusqu'à plus gros, ça va 3-4 cm sur l'aorte, etc. Mais sinon, on est plutôt 3-4 mm, 2 mm, 1 mm, et 1 mm, c'est ce qu'on suture en microchirurgie. Donc faire ces structures-là, c'est très compliqué. Donc il y a quelques stratégies en impression 3D. Je vous en montre deux. Donc il y en a une qui est faite par une de nos thésardes, où en fait elle ne va pas imprimer les tissus, elle va imprimer un moule. Donc c'est ça, ici il y a une imprimante qui imprime un moule. Ce moule est soluble. Il est soluble et à l'intérieur de ce moule, elle va venir couler un gel. Une fois que ce gel est polymérisé, elle va dissoudre le moule, elle va obtenir une matière, on va voir ce que c'est après, une matière qui va être élastique, qui est biocompatible, qui peut se suturer, etc. Là on voit plusieurs modèles. Donc cette matière c'est du PVA. Donc le PVA, ça a été démontré pour être quelque chose qui est plutôt biocompatible et surtout si on y ajoute des molécules d'adhésion, etc., qui peut servir à la régénération tissulaire. Donc en fait, la manière dont elle fait ça, donc elle coule ce PVA dans ses moules et après elle met ça à moins 80. Donc elle fait un cryogène. Donc pourquoi elle fait un cryogène? Pour pouvoir, c'est illustré ici, les molécules d'eau vont geler, ça va faire des cristaux, ça va polymériser autour, et quand on va remonter la température, on va se retrouver avec de la porosité. Et la porosité va être contrôlée par le taux d'eau, la vitesse de congélation, etc. Et ça permet d'avoir des réseaux continus ou discontinus selon ce qu'on fait. Donc des hydrogènes qui vont être poreux totalement, donc qui vont fuir ou qui ne vont pas fuir, etc. Donc ça permet de faire toutes ces choses-là avec des structures complexes. Donc là on voit deux structures, donc ça c'est un type d'anévrisme, une structure en PVA très, très souple qu'elle a moulé dans ça, ou une structure en arbre comme ça, qui est impossible à faire autrement. Une fois polymérisé à l'intérieur du moule et dissous le moule, on se retrouve avec ce type de choses. Donc là, il n'y a pas de cellules. Ça veut dire que maintenant, il faut prendre ces choses-là et faire interagir avec des cellules à l'intérieur, des cellules à l'extérieur. Donc voilà, c'est en cours. Mais ça permet de se dire, on va avoir pouvoir suturer, etc. Et nous, ça nous intéresse beaucoup parce qu'autour de ça, on va pouvoir se dire, on va pouvoir imprimer des tissus. Donc on va avoir ces tuyaux-là, on va mettre un tissu autour, et on va pouvoir faire passer des choses là.
Deuxième possibilité qui est sur le même principe, hein, pareil, on fait un moule. À l'intérieur de ce moule, par contre, cette fois-ci, on va injecter les molécules dont on parlait tout à l'heure. On va injecter de la thrombine, elle va se coller sur toutes les parois, et après on va injecter du fibrinogène. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, sur les parois, on va avoir collé de la thrombine, et quand on va injecter du fibrinogène, la thrombine qui est sur la paroi va polymériser le fibrinogène, et ça va faire un tube. Donc, quand on va avoir dissous tout le moule, on va se retrouver avec exactement la forme qui était là, mais sous forme de tube. Donc on l'a ici en culture, avec un orifice ici, puis un tube. C'est un peu complexe à mettre en œuvre quand même pour faire des tuyaux, mais c'est des approches. Je vous montre ça, pas parce que ça marche super bien, mais juste pour que vous vous rendiez compte de la difficulté d'essayer de faire des tubes avec des cellules et qu'on va pouvoir suturer. C'est pas forcément génialissime. Une autre structure que j'aime bien, et avec un autre type de technique d'impression par photochimie, où là on a du plastique qui est imprimé en acrylate, un polymère d'acrylate, et ensuite un hydrogène qui est un polymère d'acrylate aussi, mais très hydraté. Et donc on a une continuité entre du plastique, un hydrogène et du plastique. Alors là il n'y a pas de cellules, mais par contre c'est du polymère. Et ce qu'on peut faire après, on peut injecter dans le plastique et ça passe dans l'hydrogène et ça ressort. Donc, typiquement, une espèce de veine connectée au zone extérieure connectée avec le plastique. Donc ça a l'air, sur le papier, ça a l'air bien. C'est très compliqué à mettre en œuvre. C'est pas non plus génialissime. Donc en gros, sur la partie bloc vasculaire, on est très loin de pouvoir faire des artères, de pouvoir faire des veines, qui sont les composants macro, comme on voyait tout à l'heure sur les différentes tailles dans un organe, qui sont les composants macro, voire millimétriques d'un organe. Il n'y a pas d'organe, sauf la peau et le cartilage, il y a très peu d'organes, il n'y a pas de capillaire, que ce soit d'ailleurs pour de l'urine ou pour du sang. Donc on est très amont. Quand même des étapes vidéo à venir, mais on est très amont. Perspective. C'était que la première partie. Vous n'aurez pas voir laquelle. Sur les perspectives, en fait, j'en ai qu'une de slide sur cette partie-là, qui fait le lien un peu avec ce que fait Emma. C'est toute cette partie, donc j'arrête pas de dire, les tissus ils sont super, mais il n'y a pas de tenue mécanique, il n'y a pas etc. Et il n'y a pas de vascularisation. Et donc on travaille beaucoup maintenant sur comment faire pour mettre en contrainte ces tissus, comment faire pour faire en sorte qu'ils aient des fonctions qu'on n'arrive pas à faire juste en les imprimant. Donc ça c'est juste un exemple d'une structure. Donc là l'idée c'est d'avoir un bloc qu'on imprime en 3D bio-imprimé, donc c'est de la bio, ça c'est de la bio. Un réacteur qu'on imprime en silicone, donc c'est une boîte souple. Et puis on fait de la simulation en fonction de ce qu'on envoie comme flux dans le réacteur, comment ça va se distribuer dans le cube. Et l'idée derrière, c'est est-ce qu'on arrive à faire à un endroit plutôt du vaisseau, à l'autre endroit plutôt du tissu conjonctif. Voilà. Parce qu'on voit que la distribution est inhomogène, et donc on peut se servir de ça pour créer quelque chose d'inhomogène dans quelque chose d'homogène qu'on avait pris. Ça marche moyennement. C'est le début. Donc là, vous avez des coupes, ça c'est les vrais objets, donc des coupes, donc ça c'est le point d'injection. Donc on a dans le bloc trois coupes successives avec les flux, etc. On voit bien qu'il y a beaucoup d'apports sur la dernière couche, celle qui était ici. Puis moins d'apports dans cette zone-là, qui est en fait celle-ci. Et si on essaye de corréler ça avec les zones vertes, donc c'est la matrice extracellulaire, voilà, on arrive à corréler, si on a la foi, et moi elle rigole, si on a la foi, on commence à y croire un peu, mais voilà, c'est très amont. Mais voilà, l'idée c'est d'essayer de structurer après l'impression, donc l'impression c'est la partie la plus facile, encore une fois, par des flux, par de la simulation, structurer le développement des cellules dans le truc. Donc là, ici on a assez peu de matrices extracellulaires, ici on en a beaucoup, hein, ça correspond quand même. Et au milieu, bon, on n'est pas sûr, on a un peu un mix de choses
de choses qui se développent et qui se développent. Qu'est-ce qu'on fait? Vous en avez marre? Vous voulez de la 4D un peu ou pas? Vous allez voir dire oui ou non. Hein. Quelle heure il est? On arrête? Je dois avoir 10 slides, je crois. 10 slides sur la 4D. Allez, je fais 10 slides sur la 4D, je vais vite. La 4D. Donc la 4D, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on fait des objets en 3D, mais il faut qu'ils fassent autre chose que d'être juste des objets en 3D. Donc c'est un peu valable pour la bioimpression. Hein. L'idée là, je ne vais pas vous montrer de cellules. L'idée c'est d'avoir un objet dans lequel on va avoir des enzymes. Je voulais vous le montrer parce que c'est on va plus s'appliquer à ce qu'on fait. On va avoir des enzymes, on va avoir des catalyseurs, on va avoir des anticorps, on va avoir voilà, tout un tas de choses. Donc ça c'est plutôt ce qu'on fait nous. Et sinon on va avoir aussi des changements de forme, on va avoir des changements de phase, etc. Donc, et la quatrième dimension va être soit le temps que ça prend, soit la température qui peut varier, soit des stimulés chimiques, etc. Donc on peut faire ça soit par la forme, purement par la forme. Comme ça, je vous montre quelques exemples de différents labos. Donc là, la forme est préparée à température, à une certaine température. Et quand on la chauffe, on vient ici, on chauffe, ça se rétracte et on attrape quelque chose. Préhension par 4D sur un objet. Et ça fait ça parce qu'au départ, on l'a imprimé ici avec des zones de faiblesse. D'accord. Les zones de faiblesse, ça chauffe, ça se déforme, ça attrape quelque chose. Un deuxième système qui est 2D, hein, c'est pas super 3D, on imprime vraiment à plat, mais on a à l'intérieur des microfibres qui s'orientent quand on dépose, et quand ça va venir s'hydrater, ça se déforme. Alors là, ça attrape rien, c'est juste biomimétique, quoi, hein, ça ressemble à une orchidée dans l'eau, mais c'est une technique un peu différente, de l'hydratation, ça se déplace, etc. Des Américains. Là, pur jet d'encre plastique, donc c'est du plastique, que du plastique, avec des zones texturées ici aussi, hein, les zones faibles, et quand ça se mouille, quand ça s'hydrate à des endroits, ça se déplace, ça écrit MIT parce qu'on a une grosse tête. Quand on est au MIT, on écrit MIT. Donc là, pur plastique. Donc bon, c'est intéressant, mais c'est pas non plus fantastique. Donc nous, notre intérêt, c'est plutôt sur mettre des bios dedans, hein, de la bio. Donc on se sert de quelle technique? On se sert d'une technique de photochimie qu'on appelle Digital Light Processing. En fait, on envoie des images dans une résine, et cette résine, elle peut être formulée pour... c'est des acrylates, hein, ici, avec des chaînes ici de paille, plus ou moins longues, qui font qu'on va avoir un hydrogène plus ou moins lâche. Et ce qu'on fait, c'est qu'en présence de biomolécules, on fait l'impression avec une encre dans laquelle il y a des biomolécules, et on va piéger les biomolécules dans les mèches, dans les pores, dans les chaînes de polymère. Okay. Donc ça c'est le principe de base, on peut faire n'importe quelle forme, des formes très complexes. Et on va monter les objets du bas, enfin de cette plateforme-là, vers le haut. On envoie des images, ça c'est la résine, et on obtient un objet finalisé. En l'occurrence, c'est une technique très facile à mettre en œuvre. Très très facile, on peut construire des imprimantes comme ça, DLP, pour le prix d'un vidéoprojecteur. Donc qu'est-ce qu'on fait nous avec ça? L'idée c'est de mettre des enzymes dans ces structures-là. Donc des structures 3D avec des enzymes à l'intérieur. Donc là, typiquement, une structure très 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 complexe, on voit à l'échelle 2 mm. Donc chaque bloc là fait environ 1 mm. Et ils sont tous superposés, très poreux. Et qu'est-ce qu'on fait? On met deux enzymes, une glucosoxydase, une peroxydase, enzymes favoris, qui font quoi? La glucosoxydase prend le glucose, la transforme en produit l'oxyde et génère de l'H2O2, donc du peroxyde d'hydrogène. Et la peroxydase prend le peroxyde d'hydrogène et en présence de luminol, va faire de la lumière. Et donc là, ce qu'on veut, c'est avoir des objets imprimés en 3D avec des enzymes dedans qui font de la lumière. Donc la lumière sera toujours verte. Donc ça, c'est l'image de la lumière émise par l'objet. Ça peut être d'autres enzymes, hein. Il y a plein d'oxydases qui marchent avec la perox, il y a plein d'autres enzymes qui font de la lumière, ou de la couleur, hein. On peut aussi faire de la couleur, faire de l'apparition de la couleur, etc. On aime bien la peroxydase parce que ça fait luire.
c'est rigolo. On peut faire des structures très fines. Donc là, ça c'est 1 cm, je crois, et chaque petite barre ici fait moins d'un millimètre, donc très light. On peut faire des structures en hélice, on peut faire tourner dans des solutions, etc. Après, l'avantage là, c'est qu'on va avoir des objets 3D avec une activité enzymatique et potentiellement n'importe quelle forme, même ultra fine. Là, je crois qu'on a quelques centaines de microns sur l'épaisseur des pales. Voilà, ça c'est la stratégie. Donc là, c'est des structures homogènes. D'accord, il y a des enzymes partout. Là, c'est des structures hétérogènes. Donc on a 2 enzymes dans 2 compartiments qui sont imprimés en même temps. Donc on imprime celui-ci, hop, là on change d'encre, on imprime celui-ci. Dans celui-là, on a une enzyme dans la paroi, dans celui-là, on a une enzyme dans l'autre paroi. On va mettre le glucose d'un côté, le luminol de l'autre, et on va voir en fait l'apparition de la lumière juste à la membrane ici entre les deux. Voilà, des réacteurs enzymatiques imprimés en 3D avec des structures qu'on peut imaginer là. C'est un peu simple, mais donc, si on regarde la cinétique, on voit l'apparition vraiment d'une grosse activité à la paroi. Je vais vite. Maintenant, si on veut faire quelque chose d'un peu plus complexe, donc là les objets étaient homogènes, on peut faire des objets hétérogènes ou des objets séparés. Donc là on a fait des puzzles, des vrais puzzles. On a fait des pièces de puzzle en hydrogel sans rien, des pièces de puzzle imprimées avec la glucose oxydase, des pièces de puzzle avec la peroxydase. Et qu'est-ce qu'on fait? On les assemble. On fait le puzzle. Je fais le puzzle. Donc on les assemble, donc ici on a deux pièces, donc on voit 1 mm, donc c'est des pièces d'environ 1 cm, c'est pas facile à assembler. Et qu'est-ce qui va se passer quand on les met ensemble, si c'est 2 enzymes qui travaillent en même temps? Bah, juste à la zone où elles sont collées, on va avoir de la lumière. Donc on peut faire des assemblages, 3, 4 enzymes si on veut, différentes spécificités, différentes conditions, etc. On va avoir la lumière juste au moment où on les assemble. Des Legos, on peut faire des Legos aussi si on veut. Donc là, pareil, on a deux parties imprimées. On a un hydrogel avec des plombs, ça c'est imprimé en une fois, des plombs qui sont en phase, et dessus on va avoir d'autres plombs qu'on va pouvoir assembler. Et là, de la même manière, donc là, ça c'est l'objet réel, donc ça c'est le 9 par 9, le Lego 9 par 9, puis là on a des Lego 1, on en a un ici et un là. Et donc ce qu'on va voir quand on va mettre les substrats, on va avoir 2 zones lumineuses, 2 endroits où on a les Lego. Voilà, c'est l'idée vraiment de se dire, on fabrique des pièces pour pouvoir les assembler, et quand on les assemble, on déclenche quelque chose de nous. Donc ça peut être ça peut être des micro-organismes, ça peut être, voilà. À mon avis, on est ultra libre. Nous, on fait surtout de l'enzymo, mais on est ultra libre sur ça. Voilà, j'arrête. C'était pour finir sur des trucs marrants. Vous voulez que je continue? J'ai le silicone. Bien sûr, il faut. C'est oui. Des questions dures. Merci pour la présentation. Il y a 2 petites questions qui viennent à l'esprit comme ça. Certes, on considérait que c'est la première étape avant vraiment qu'on arrive à produire des tissus fonctionnels. Et il manque cependant de petites étapes qu'il faudra faire. Je pense que vous y pensez déjà. L'utilisation de cellules souches, l'intégration des cellules souches, parce que c'est pour produire un tissu, mais s'il n'y a pas de cellules souches, il ne va pas se régénérer une fois réimplanté sur là où on veut l'implanter. Puis l'autre problème, c'est le réseau neuronal. Si ce n'est pas connecté, on va gérer comment. Donc, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes par rapport à ça, mais j'ai l'impression, surtout pour le réseau neuronal, c'est peut-être plus compliqué que ce qui a déjà été fait. Là, typiquement, je disais déjà le vasculaire, la microvascularisation vasculaire connectée au système vasculaire central. Déjà, ça
impossible. Et c'est encore plus compliqué pour la partie neurale, c'est clair. Après, il y a quand même pas mal d'organes qui sont pas énervés à terme. Après, la peau, de toute façon, pour l'instant, c'est plutôt. Tout ce qui se fait est ni énervé, ni complet en termes de structuration. Donc, mais oui, c'est un truc hyper intéressant. Notamment sur toute la partie rétine, la partie cardio aussi, tout ce qui est tissu cardiaque et tissu musculaire, sans connexion neuronale, on aura assez clair. Sur la partie cellules souches, en fait là, l'idée c'est vraiment de faire des tissus primaires qui s'intègrent, des tissus avec les cellules du patient. Donc, pas certain qu'on ait besoin d'y mettre des cellules souches dès le départ. L'idée c'est que ça vienne recruter les cellules du patient. Hein. C'est pour ça qu'on veut avoir la vascularisation, qu'on vienne recruter la cellule patient. Mais, et sur les cellules souches, on a quand même un problème réglementaire en Europe, là, par rapport au Japon, par exemple. Le Japon est très avancé sur la partie cellules souches. Nous, on n'a pas le droit pour l'instant. En tout cas sur les IPS. Les cellules souches mésenchymateuses, on a le droit, mais pas sur les cellules souches différenciées et redifférenciées. Donc la recherche ne touche pas trop sur ça. Tous ces travaux ont été faits sur des tissus humains. Oui, c'est que de l'humain, ça. Que de l'humain. Pourquoi pas travailler sur des modèles de cerveau? Est-ce que c'est peut-être moins contraignant? En fait, une des justifications amont quand même de tous ces travaux, c'est poussé aussi par la Commission européenne, c'est de plus travailler sur les animaux. Donc, et de moins travailler sur les animaux. Donc on fait des modèles de tissus humains pour arrêter d'utiliser les animaux. Donc du coup, voilà, finalement c'est plus facile pour nous d'avoir des tissus humains maintenant que d'avoir des tissus animaux. Ça dépend des tissus, mais il y a quand même, c'est sûr qu'on a du mal à avoir de cœur humain. La rétine humaine, on n'en a pas, c'est clair. Donc là, la rétine, c'est pas une rétine humaine, c'est une rétine. Ouais. Ça, c'est veau, je crois. Mais sur tous les autres tissus, on arrive. Et c'est pour ça que la partie cellules souches mésenchymateuses est très intéressante, parce qu'on en a à gogo de toutes les personnes. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci pour votre présentation. J'ai une question. Au niveau de la première partie, oui, vous avez parlé de la peau parmi vos perspectives. Vous avez parlé de l'application in vivo et vous avez parlé de la peau. Vous avez fait une biopsie à partir de la main et l'appliquer et tout, l'implanter. Mais là, j'aimerais bien connaître le fait d'avoir un rejet, le pourcentage d'avoir un rejet, et comment l'éviter. Alors, la stratégie, cette partie in vivo, en fait, elle a été développée à 100% justement pour ne plus avoir de rejet. Pourquoi ? Ce qu'on fait là, c'est qu'on prend les cellules du patient, on crée une encre avec et on réimprime sur le patient. Donc au niveau immunitaire, on a 0 rejet. D'accord ? Donc l'idée c'est vraiment ça. On est au bloc opératoire, on fait une biopsie, en 15 minutes on prépare l'encre et on imprime, on met un pansement et la personne repart. Mais c'est ces cellules, et dans l'encre, il n'y a que des matériaux qui sont non compatibles et non immunogènes. Donc ça c'est vraiment de toute façon, dans tout ce que je vous ai présenté, l'idée c'est toujours de recréer des tissus à partir des cellules du patient. Sauf, bien sûr, si on n'a plus du tout de rétine, mais on va prendre des cellules souches. Voilà, c'est vraiment éviter le rejet et éviter la greffe hétérologique. Oui, une deuxième question, s'il vous plaît. Concernant, vous avez parlé de différents tissus, l'os, la rétine et tout, mais il y a un tissu, je ne sais pas, le foie, par exemple. Le foie avec le foie, typiquement, c'est un tissu multi-échelle. Je disais au début, il y a des tissus, ce
sont assez faciles à faire, pas très très utiles. Le foie, le rein, tissu multi-échelle par définition, hyper vascularisé, hyper complexifié en termes de type cellulaire, structure, microstructure, etc. Nous, on n'en fait pas. Je sais qu'il y a des gens qui en font. Alors, les gens qui en font des micro-foies pour la toxico, des micro-foies pour la pathologie. Mais du foie régénératif, pour l'instant, j'ai jamais vu faire. Parce que on va être capable de faire un tout petit bout comme ça, non vascularisé et non structuré, faire à une échelle plus grande. Mais pour moi, le futur, c'est la maturation. C'est-à-dire que si on fait un gros pâté comme ça de tissu foie non mature et qu'on est capable de le maturer dynamiquement, peut-être, mais pas en imprimant, je pense pas. Pas en imprimant la structure. Enfin, je ne crois pas trop ça. Oui. Bonjour, donc, tout d'abord merci pour votre conférence. Moi j'ai quelques questions techniques. Premièrement, vous avez utilisé dans le milieu le fibrinogène au lieu du collagène. Alors le fibrinogène en général, d'après ma petite connaissance, il empêche même l'adhésion cellulaire, il ne fait pas partie de la matrice. Pourquoi vous avez préféré le fibrinogène que le collagène avec la gélatine? Le fibrinogène empêche l'adhésion cellulaire? Comment? Vous dites que le fibrinogène empêche l'adhésion cellulaire? Des fois oui, parce que la fibronectine fait partie de la matrice, le fibrinogène non. Donc, mais en général on travaille avec la fibronectine, le collagène, mais pas le fibrinogène et la gélatine. Ouais. Alors, le fibrinogène, on s'en sert ici à petite dose, parce que la grande dose en fait il est antiprolifératif. On s'en sert à petite dose, donc il y en a très peu dans l'encre, et on s'en sert parce qu'on peut le gélifier avec une enzyme. D'accord. Tout ce qui est collagène avec changement de pH, tout ce qui va être fibronectine, on n'aura pas de gélification déclenchée. Et en fait là, vraiment le principe c'est d'imprimer quelque chose qui se tient mais qu'on ne pourra pas mettre dans l'eau, et de le consolider par une action d'une enzyme, par l'action des ions, etc. Donc on prend du fibrinogène pour cette action-là, et pour son taux de RGD qu'on connaît précisément, donc son taux de motif d'adhésion qu'on connaît précisément. C'est vraiment pour ces deux choses-là. On ne met pas de collagène parce qu'on ne veut pas, avoir au départ la matrice extracellulaire qu'on veut récupérer à la fin. Donc, si on regardait, en fait, quand on veut du protéoglycane, on ne met pas de protéoglycane. Si on veut des lacines, du fibrinogène, du collagène de type 4 ou 2, on va mettre de la gélatine, on ne mettra jamais le collagène qu'on veut avoir à la fin. On veut que ce soit les cellules qui les génèrent. C'est pour ça qu'on fait pas beaucoup. On travaille très peu avec le collagène. Deuxième question, et pour l'impression de la peau, quel est l'avantage de la valeur ajoutée de l'impression de la peau alors qu'on peut fabriquer la peau dans les boîtes de culture normales, comme se fait L'Oréal et L'Oréal? Ouais, alors, pour faire hypoderme, derme, épiderme, avec de la microvascularisation et des adipocytes, vous ne ferez pas ça en culture. Le laboratoire, justement, ils sont là. Les trois personnes qui sont là sont des spécialistes de la peau à Lyon. Eux, ils font ça sur des éponges de collagène. Donc une éponge à un scaffold, une architecture, ils ensemencent les cellules, etc. Donc au mieux, ils font derme et épiderme, derme non vascularisé. Et en fait, ils prennent 40 jours pour faire ça, alors que quand on imprime, on prend entre 8 et 12 jours. Oui, mais on laisse 30 jours, 35 ou 40 jours pour la maturation. Donc en termes de temps, je trouve que c'est pas... Ah mais de toute façon, vous n'arrivez pas, dans du in vitro en boîte, vous n'arriverez pas à avoir la structure qu'on a là en tricouche. Hein. Celle-ci, elle n'existe que parce qu'on imprime et qu'on laisse les cellules dans un gel souple pendant la maturation. Et qu'en plus, on peut faire 3 impressions les unes au-dessus des autres. Mais vous avez raison, je ne suis pas non plus un hyper défenseur de la bioimpression de peau in vitro. C'est-à-dire, c'est des tissus qui sont tout plats. La 3D là-dedans n'est pas absolument nécessaire.
Je préfère largement faire des structures plus complexes que de la peau toute plate. Oui, tout en plus par rapport à ce que vous avez évoqué tout à l'heure pour la rétine, que l'impression de la matrice et après avec aussi les cellules sur la zone microfabriquée, Ouais. justement, je ne trouve pas vraiment l'utilité de la microfabrication. Parce que je peux faire ça au labo. Je peux mettre la gélatine enfin le milieu dans la boîte de culture, et après je mets les cellules isolées et je laisse la croissance normalement. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, vous avez une matrice de dépôt. En fait, on dépose des gouttes de 300 picolitres. Là. Comment? Cette partie-là, ici. C'est la première partie là où vous avez mis ça, oui. ça ou ça? Là, ça, tout possible. Ah bah, ça, bien sûr, il n'y a pas d'impression ici. Là, vous déposez une matrice, ça c'est des gouttes de 300 picolitres, dans lesquelles il y a 2 cellules. Donc là, vous les déposez de manière localisée à l'endroit où vous voulez. Et ici, c'est des matrices, c'est des gouttes de 300 picolitres aussi. Comme vous avez très peu de cellules, vous voulez vraiment les placer à un endroit bien précis. C'est sûr que vous pouvez aussi faire 200 microlitres de cellules, et puis vous allez en perdre 90%. Qui vont couler sur les bords, etc. Là, l'idée, c'est d'avoir des cellules très rares. On a très peu de photorécepteurs, et de venir les déposer dans des toutes petites bouclettes de manière très précise sur la surface pour avoir 100% des cellules qu'on avait au départ, très rares, qui sont déposées. Mais on ne peut pas les mettre avec une pipette normalement? Vous pourrez les mettre avec une pipette, vous n'aurez pas ce rendement. Dans tous les cas, voilà, c'est juste l'idée, c'est de savoir qu'est-ce que vous allez récupérer comme tissu à la fin. Nous, on sait que si on les dépose dessus avec la pipette, en fait, ça coule, et puis on n'a pas de positionnement précis des cellules. Justement, toujours. Hein. Justement, c'est quoi l'intérêt d'être positionné? Si vous ne les positionnez pas, elles vont pas. En fait, on a une matrice bien précise ici que je ne vous montre pas, et on a une matrice bien précise ici, une matrice de dépôt. On les dépose à des endroits qu'on a choisis. C'est pas juste un spray, etc. La première couche, c'est la matrice. Pardon? La première couche. Ouais. C'est la matrice. Celle-ci? C'est ça. Et après, on met des cellules dessus. Ouais. Donc avec la culture classique, on ne peut pas. Si, vous pouvez tout faire avec la culture classique. Je vous dis juste que la qualité que vous allez avoir à la fin, ce ne sera pas celle-là. Vous n'obtiendrez jamais cette organisation-là. Comment? Vous n'obtiendrez jamais cette organisation-là avec la culture classique. Vous allez avoir des déplacements de... En fait, tout ce qui est important ici, c'est qu'on est dans 300 picolitres. Avec ces 300 picolitres-là, c'est des micro-dépôts que vous feriez de 200 microlitres avec votre pipette. Et à cet endroit-là, il se passe ça. Les cellules commencent à interagir. Elles ne vont pas aller se balader de partout, elles sont dans votre micro-dépôt, dans votre bouclette. Et c'est comme si vous aviez déposé à la pipette 300 picolitres. Sauf que vous ne pouvez pas le faire. Si vous le faites avec la machine, vous pouvez le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais je suis d'accord, vous pouvez très bien prendre cette pipette, déposer 200 microlitres. Est-ce que vous pouvez avoir un caractéristique de l'EPR hexagonal en déposant tout ça? Bien sûr, ouais. Là, on fait des plans de dépôt, là, et chaque bouclette, elle est déposée à un endroit qu'on choisit. Et voilà, j'ai une question, aussi une autre question pratique. Lorsque vous avez imprimé les cellules qui sont imbibées dans le milieu, la gélatine, collagène, est-ce que lorsque vous préparez le milieu, vous imprimez directement ou vous laissez la formation du gène? Quand on prépare l'encre, c'est ça la Le question? milieu, vous mettez le milieu, la gélatine, l'hydrogène et les cellules. Vous imprimez directement le liquide ou vous laissez le milieu soit gel et après vous imprimez quelque chose de solide. J'ai entendu, là, ça y est.
Non, mais je n'avais pas compris la partie derrière. On imprime cette partie-là. Il n'y a pas de polymérisation là. Cette partie, c'est un gel qui est instable. Il est stable à 25 degrés, il est instable à 28 degrés. C'est des cellules mammifères, donc on veut les passer à 28. Donc on n'a pas de polymérisation ici, on a de la gélification de la gélatine à 28, entre 28 et 25, elle est prise sous forme de gel, mais ici on prépare à 37, on descend à 28, on imprime à 28. D'accord. Cette partie-là, c'est la partie où on fait sortir de l'imprimante la matière. Et ensuite, ici, une fois que cette pièce est faite, on prend cette pièce, on la met dans une solution de polymérisation, et là, ça devient polymérisant. D'accord. On fait pas de cul. Là, il n'y a pas de... Avant, dans la... Qu'est-ce que j'ai dit ? Là. Dans la seringue ici, on fait juste un mélange. Il n'y a pas de polymérisation, il n'y a pas de choses comme ça. Justement. C'est juste qu'on a une encre thermosensible, donc à 28, elle change de viscosité et on peut la faire couler ou pas couler. Et ça prend combien de temps? La pression ? Oui, la pression. Pour imprimer Ouais, ça va à varier. partir d'un organe. Ça prend combien de temps? Là, une oreille, là, ça prend 40 minutes, 45 minutes. 40 minutes à 28 degrés, il n'y aura pas un problème pour les cellules qui se trouvent normalement à 37 degrés? Non, là on a toute une étude sur cette partie justement à viabilité, tu en parles. Sur la partie, la viabilité justement des cellules, parce que ça nous intéresse beaucoup, à savoir est-ce que les cellules, quand elles passent à travers, on les tue, est-ce qu'elles sont mortes dans la seringue, en haut, celles qui sont restées plus longtemps que les autres, etc. Donc en fait, dans la formule, il y a des agents nutritifs, il y a tout ce qu'il faut pour que les cellules survivent dans cette partie-là. Et 28, 25, les mammifères, ça va, ils arrivent à survivre. D'accord. Voilà, si vous permettez, j'ai une autre question pratique. Ouais, bien sûr. Lorsque vous travaillez avec les cellules souches, vous imprimez les cellules souches, l'imprimante se trouve dans un laboratoire P2 ou P3? P2. P2. Ouais. P2 sécurité des tissus, pas P2 sécurité de l'extérieur, pas bactériaux ou infectieux. P2 en surpression. Mais pour toutes les autres cellules d'ailleurs, pas que les cellules souches. Ouais. Et vous avez dit dans le dernier slide, c'est l'impression 4D, votre forme de PVA, forme d'art. Vous avez dit que c'est très difficile de faire de telles formes avec les autres techniques. Moi, je ne crois pas trop. C'est parce que... C'est que j'ai pas bien expliqué. Comment ? C'est que j'ai pas bien expliqué. Ou j'ai mal Non, compris. c'est moi, je suis un peu vite. En fait, on peut faire cet arbre avec tous les thermoplastiques et toutes les matières. On arrive même à le faire en silicone. Là, la matière qu'on imprime là, enfin, la matière qu'on veut à la fin, c'est une matière avec un module ion très très bas. C'est-à-dire que le tube, quand vous le prenez comme ça, il fait 2. Il est tout mou. On le pose sur une table, il devient tout plat. D'accord ? C'est une matière qui ne se tient pas. Et en fait, il n'y a pas d'imprimantes qui font de l'impression de ce type de matière. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que sans moulage, sans moulage sacrificiel, on appelle, donc sans faire un moule sacrificiel, en fait, si on fait ce moule-là complet et qu'on moule dedans, on ne peut pas démouler. C'est assez compliqué. Celui-là ou un autre. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des moules de plus en plus complexes, et ça, en fait, c'est très très souple. C'est-à-dire que la matière qu'on obtient à la fin est une matière ultra souple, avec un module d'ion très bas. Et cette matière-là n'est pas imprimable. Cette matière-là, c'est de l'eau au départ. Cette matière, avant qu'elle soit polymérisée, c'est liquide comme de l'eau. Donc ça ne s'imprime pas à l'air de manière facile. Et dans un système microfluidique, on ne peut pas faire ce genre de forme? Si, mais vous n'aurez pas dans la main à la fin. Là, on l'a dans la main. Oui, il faut. Là, l'idée, c'est d'avoir ça pour l'implanter chez quelqu'un. Donc. D'accord, ok.
Ben, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a moyen de fabriquer de manière voilà, de l'enrouler après? Tout ça, c'est des stratégies, il y a des stratégies comme ça où on prend des feuillets de cellules endothéliales, on roule ensuite, et là vous voyez la limite de ça, c'est-à-dire la limite de ça, c'est que vous allez faire uniquement des tubes, vous ne ferez pas d'embranchement. Si vous faites du roulage, vous faites une pâte à crêpes, une pâte à pain, vous la roulez sur le rouleau, vous n'aurez pas d'embranchement. Là, il va falloir coller des machins et tout. S'il y a les limites sont. Alors je vous remercie pour votre présentation. Et on n'arrête pas, mais il y a une deuxième conférence qui sera animée par Dr Emma Pétio. Et après, on reposera les questions s'il y en a. D'accord ?